Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans votre émission musicale Mélodie Nocturne. Ce soir, pour commencer, comme chaque mois, notre traditionnelle revue Coup de cœur avec notre partenaire Classica. Classica qui a décidé cette semaine de mettre à l'honneur un trio qui vient d'enregistrer une formidable version des trios de Brahms. Oui, les trios parfaitement romantiques qui sont lus et enregistrés et joués avec une intelligence, une sensibilité, une délicatesse musicale absolument extraordinaire. C'est le trio Sora. Il n'y a pas de meilleure manière pour commencer cette émission exceptionnelle qu'avec la musique de Brahms, délicieusement servie par le trio Sora. Elle est une musicienne de formation et une conteuse de vocation. Pendant 40 ans, elle a défendu comme personne la musique classique et le jazz à la télévision française. Généralement, les gens que j'accueille ici, je les admire, ils m'enthousiasment, ils m'intriguent. Bien sûr, elle a toutes ses vertus, mais aussi et surtout, je suis extrêmement jaloux de la vie qu'a eue Ève Ruggieri. Merci Michel. Bonsoir Ève. Vous avez fréquenté, connu, défendu, rencontré tous les gens que j'aurais aimé rencontrer, connus. Comment ça se passe, la proximité avec les grands génies de la musique? Eh bien, on s'aperçoit qu'on est tout petit. Ça commence surtout comme ça. Mais c'est un réconfort formidable, vraiment, de savoir qu'il y a, comme ça, dans le monde de la culture, des êtres qui irradient quelque chose qui tient à l'empathie, à la sensibilité extrême, à la curiosité, qui n'ont de cesse de faire mieux, de reprendre, que ce soit d'ailleurs un peintre avec son tableau, un écrivain avec la page désespérément blanche, un musicien qui se dit « je peux le faire mieux, ça, il faut que je sois plus proche de Bach, il y a quelque chose ». Comment dire, c'est vivre un monde qui est exaltant tous les jours. Alors vous avez défendu, animé, produit des émissions qui étaient à la fois extrêmement exigeantes et extrêmement grand public. Oui. Cet équilibre-là était important pour vous? Il était essentiel parce que je suis née dans une famille de musiciens classiques. J'ai commencé à 5 ans. À Limoges, pour ne pas à le dire. Limoges, j'ai commencé le piano, j'avais 5 ans. Et je me suis aperçue que ce qu'on me disait, des morceaux que j'écoutais, ça ne correspondait pas tout à fait à l'idée que je me faisais des génies qui les avaient composés. Je me disais, est-ce qu'ils sont aussi... comment est-ce que je pourrais dire ça? Aussi sans couleur. Et j'ai commencé à lire des biographies très tôt, pas seulement d'ailleurs de musique. Les destins, ça vous Voilà. passionne. Et ça m'a passionnée. Et ça m'a rendue moi-même très exigeante parce qu'on s'aperçoit que sur certains personnages, il y a 2, 3, 5, 10 biographies. Il faut choisir la bonne, celle qui colle avec ce qu'on écoute. Et je n'ai jamais présenté une émission sans avoir écouté tous les morceaux dont je parlais et
m'arrêtant sur un petit passage qui était peut-être plus proche de ce que les musiciens vivaient. Vous vous méfiez tellement des biographes que vous avez décidé d'être vous-même votre propre biographe. Oui. Vous avez écrit un bouquin absolument délicieux avec un titre que j'adore, Au cas où je mourrais. On ne sait jamais voilà. si ça vous arrivait à vous aussi. Mais il manque le point d'interrogation auquel je tenais beaucoup. Mais il est fatal ce point d'interrogation, on va le laisser de côté. Mais non, parce que du coup, il y a des gens qui m'ont dit « Mais alors vous êtes malade ?» Non, je vais très bien. Le point d'interrogation, c'était une petite plaisanterie en disant avec tout, la science fait des pas de géant dans tous les domaines. Jamais. Peut-être que... Jamais. on va ensemble plonger les deux mains dans votre merveilleuse malle à souvenirs et on va commencer par regarder ce qu'était l'attention, la précision et le travail pour monter une émission de musique classique à la télévision. C'était pas par-dessus la jambe, c'était l'exigence de ce métier, d'une équipe formidable que vous dirigez. Regardez cette archive. Elle raconte comment se fabriquait Musiques au cœur. Élevons le débat, s'il vous plaît. Un autre ton pour vous faire découvrir la minutieuse préparation de Musique au cœur, l'émission d'Ève Ruggieri sur Antenne 2. Avant chaque enregistrement de concert ou d'opéra, la réalisatrice, en noir, et sa script en beige, se réunissent chez une conseillère musicale, en mauve. On est sur On va faire un petit changement là. Et là, elle au pied, c'est le troisième plan, on me dit. On va changer. Elle en pied, d'accord. Aidés par les partitions, leur travail consiste à découper scrupuleusement les mouvements musicaux qui correspondront à des cadrages différents. Plan large, plan moyen, gros plan vont se succéder le jour du tournage pour mettre la musique en image pour le plaisir de vos yeux et de vos oreilles. Rapprochez. C'est une émission qui est choisie par les gens qui la font. Je veux dire que les cadreurs sont des fous de musique et qu'on s'arrange toujours pour se retrouver. Vous pensez que ce sont les conditions sine qua non pour qu'une émission de musique puisse être bonne? Pour une émission de musique, oui, parce que nous disposons tout de même d'un temps qui est réduit au plus juste. C'est un temps raisonnable pour travailler, mais pas plus. Là, on doit arriver en sachant précisément ce qu'on va faire. Et Ariane est un être de précision, moi aussi, donc quand on arrive sur le plateau, les choses sont déjà bien prévues. Dans votre vie, tout était bien préparé? Vous aviez tout calculé? J'avais tout calculé, sauf ce qui est arrivé là. C'est-à-dire qu'Ariane, avec laquelle j'ai travaillé plus de 20 ans, est morte il y a 2 ans. Et brusquement, et ça m'a... La retrouver en entrée d'émission, ça vous a beaucoup ému. Ça m'a beaucoup touchée, oui. Vous avez entamé une carrière extraordinaire de défense de la musique, même si ce n'est pas la seule défense et la seule activité culturelle que vous avez eue. Je crois que Pierre Desgroupes, qui était un patron mythique, a eu une phrase merveilleuse à votre sujet quand il vous a proposé de relever ce défi. Qu'est-ce qu'il vous a dit? En fait, on m'avait demandé, vous savez, c'est un peu le principe de Péter. Je faisais une émission avec Eliane Victor qui marchait très très bien les après-midi. Et Michel Drucker a décidé de quitter les rendez-vous du dimanche pour prendre l'émission du samedi soir. Et le président de TF1 m'a dit, vous allez remplacer Michel Drucker. J'ai dit, est-ce que je peux réfléchir? Il m'a dit, mais vous perdez la tête, je connais 10 personnes qui rêvent de faire ça, donc c'est oui, et on ne discute pas. Donc j'ai remplacé Michel. C'est vrai que ce n'était pas ma spécialité du tout, le cinéma. Je n'avais pas le temps. Je n'allais jamais au cinéma entre le piano, le lycée, l'université après tout ça. Et donc j'ai été appelée très peu de temps après par Pierre Desgroupes qui m'a dit, écoutez, vous allez arrêter les rendez-vous du dimanche. Je viens d'être nommée présidente de... C'était encore Antenne 2. Hein. Et vous allez venir faire une émission de musique classique. Que de musique classique. Il y avait le Grand Échiquier, qui recevait aussi des... Jacques Chancel. Voilà, Jacques qui était merveilleux, j'avais été son assistante, et qui recevait plusieurs artistes qui pouvaient être du jazz, qui pouvaient être... C'était du crossover, comme on dit aujourd'hui. Des fantaisistes, etc. Et Desgroupes voulaient une émission faite par une musicienne, que j'étais, et qui ne parle que de musique classique. Et il m'a dit cette phrase qui m'a anéanti. Il m'a dit, vous gagnerez beaucoup moins d'argent,
vous serez beaucoup moins connu, mais un jour, vous me remercierez. Là, il avait cette voix comme ça, un petit peu bougon, et j'étais terrorisée. Je lui dis avec joie. J'ai une petite image d'archive pour commencer à vous montrer. C'est Ève Ruggieri avant Ève Ruggieri. Ève Ruggieri avant la musique. Mon Dieu. Quand vous commencez une émission avec une idée géniale, une émission autour du cinéma, Chute Cinéma, Ah oui. où vous récupérez les chutes du cinéma pour en faire quelque chose. On regarde, méconnaissable et merveilleuse. Déjà, avec une présence extraordinaire, Ève Ruggieri. Cette idée. Dans un film, dans la fabrication d'un film, depuis le début jusqu'à la fin, on tourne à peu près 30 à 35 000 mètres de pellicule. Et de ces 35 000 mètres de pellicule sont gardés 3 000 mètres à peu près. C'est dire que le matériel qui est coupé et que le spectateur ne voit pas dans une salle de cinéma est très important. C'est ce qu'on appelle les chutes. Et c'est parmi ce matériel que nous avons décidé de rechercher des séquences dont le téléspectateur aura la primeur. Voilà. C'est bien de commencer par... J'ai l'air d'un lévrier afghan avec des grandes oreilles. Ça, c'était avant la musique, mais même si vous défendez les acteurs, vous aviez d'abord une formation musicale, vous étiez pianiste de formation, n'est-ce pas? Et j'avais grandi là-dedans, vraiment. Quand on est pianiste, on a un dieu, n'est-ce pas? Oui. C'est Vladimir Horowitz. Oui. Comment fait-on pour rencontrer le dieu du piano? Écoutez, ça a été un coup de chance extraordinaire parce que j'ai vu arriver un jour dans mon bureau un grand jeune homme américain, donc très sympathique, qui m'a dit, voilà, je viens vous proposer une collaboration. C'est le grand retour de Horowitz en Europe. Il donne un concert à Londres, c'est l'événement. Est-ce que vous voulez coproduire avec moi? Donc j'ai appelé Pierre Desgroupes. Je lui ai dit, voilà, il faut absolument... Combien ça va nous coûter, vous avez Voilà, exactement. Et j'ai dit, ça n'a pas d'importance, on ne peut pas rater ça. Et donc, j'ai rencontré Horowitz comme ça. Et quand j'avais demandé, j'avais dit d'accord pour le concert, on le reprend, même si ça coûte cher, mais je veux une interview. Il m'avait dit, ah non, c'est pas possible, le maestro Horowitz ne donne plus d'interview, il a horreur de ça. J'ai dit, écoutez, posez-lui quand même la question. Et il m'a rappelé une semaine après en me disant, j'en reviens pas. Il a dit oui. Et vous savez pourquoi? Je dis, ben non. Il dit, il avait vu l'émission que vous aviez consacrée à son beau-père, à Arturo Toscanini. Puisqu'il avait épousé la fille de Toscanini. Voilà. Et il avait trouvé très bien, donc il est d'accord. Et vous l'avez retrouvé à minuit dans un aéroport pour faire une interview absolument lunaire. Je vous propose de regarder un extrait. Horowitz dans un aéroport, dans le No Man's Land, qui rencontre la jeune et merveilleuse Ève Ruggieri, qui vient poser ses questions. Vous l'avez rencontré à Londres? Oui. J'aime beaucoup plus la musique que le piano. J'aime beaucoup plus les compositeurs que jouer. Vous comprenez? Oui. Alors, quand je joue un compositeur, je suis dans la vie du compositeur. C'est ça. Les autres pianistes jouent le piano plus. Et puis, je regarde, qu'est-ce que je peux jouer? Moi, je sélecte les compositeurs. Je choisis les compositeurs, puis je dis, je veux le jouer. Vous aviez le trac? J'étais pétrifiée, à tel point que j'avais demandé à quelqu'un de mon équipe d'aller poser les questions. Et ma réalisatrice, que nous avons vue au tout début, Ariane Adriani, m'a dit, si tu n'y vas pas, plus jamais je fais d'émission avec toi. Donc j'y suis allée. Alors il y a un musicien légendaire qui aussi excite ma jalousie la plus impardonnable. Oui. C'est Luciano Pavarotti, qui est donc la voix du XXe siècle, un ténor absolument extraordinaire. Vous lui courez après pendant des mois et des mois autour de toute la Terre, en vain. Et puis un beau jour, j'habitais avenue Mozart et j'étais devant mon bureau. Je venais d'essayer de le joindre pour la énième fois, il n'était pas joignable. Et je le vois sur le trottoir en face, juste en face, qui marchait. Et je me suis dit, bon, il faut que j'arrête de l'appeler parce que là, maintenant, ça me manque.
Je perds la boule. Oui, je perds la boule. Puis comme il continuait d'avancer, je me suis dit, mais c'est lui. Et j'ai pensé, là, j'étais sûre que c'était lui, parce que son agent était à côté de lui. Donc, je suis partie comme une flèche. J'ai traversé l'avenue Mozart au milieu d'un concert de klaxons. J'ai failli être renversée 3 fois. Je suis arrivée devant lui et j'ai dit, il faut que vous m'accordiez une interview. Et ça s'est passé comme ça. Il était fidèle en amitié, n'est-ce pas? Formidable. Parce que vous êtes restés amis très longtemps? Très longtemps. Et quand il venait à Paris, il venait à la maison, on faisait des interviews à la maison. Il disait, c'est mieux chez toi. C'est comme ça qu'il a interviewé mon perroquet, vous savez. Eh bien, justement, il a donné une leçon de musique au perroquet. On va écouter un extrait de Luciano Pavarotti, ne serait-ce que pour l'extraordinaire plaisir d'entendre ce don incroyable de vocal. Et un extrait d'interview où on entend Pavarotti, mais on entend surtout un perroquet qui met un bruit. C'était Gros Bec. Gros Bec. Gros Bec. Sequestra statuela si la porta d'extra. Mi sei anche piaciuto, bene? Ma guarda bene, mi sei anche piaciuto. Ah, Madonna! Una scena, il mio debutto con orchestra è avvenuto il 29 di aprile del 1961 nella Boema Reggio Emilia. È una data che io non dimenticherò mai perché logicamente la prima volta, in tutto c'è una prima volta. Est-ce que vous aviez très peur? Sì, molto bello. Aveva paura, sentiva paura. Molta paura. Anche come adesso, non ha cambiato per niente. Bon, on a bien entendu Gros Bec, hein. C'est la première fois que je me fais siffler par un public réduit à une seule personne. Quand on voit les monstres sacrés que vous avez fréquentés, Karajan, voilà, Jesse Norman, Rostropovitch, tout le monde, le Who's Who. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des monstres sacrés dans la musique classique? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a encore des chanteurs exceptionnels. Vous n'avez pas l'impression d'avoir vécu un âge d'or? Non seulement de la musique à la télévision, mais aussi de la musique. Oui, parce que c'était un système où on était plus libre, on n'avait plus de temps pour travailler. Moi, j'ai fait venir Jesse Norman avec Karajan, qui ont fait une émission pour d'ailleurs Peter Gelb, qui m'avait fait rencontrer Rovitch. C'est lui qui était derrière, qui vous aidait à... Voilà. Et on tombait sur des êtres qui étaient vraiment, quand ils pratiquaient leur art, étaient dans un autre monde. J'ai compris qu'il y avait un autre monde qui existait à travers leur talent, leur désir d'être toujours mieux, de rechercher toujours. Dans votre merveilleuse autobiographie, vous la commencez par cette phrase énigmatique et très belle, « à tous les artistes de par le monde ». Oui. On a l'impression que vous avez une relation presque religieuse, sacrée avec eux. Oui, oui, mais il y a un autre pianiste que j'aime autant qu'Horowitz, qui est Sokolov. Ne ratez jamais s'il vient de temps en temps, voilà, qui est exceptionnel. Et j'avais amené ma fille, il est passé au Théâtre des Champs-Élysées il y a 2 ans. J'avais amené toute ma famille au rang numéro 7, parce que c'est mon rang, sur la gauche, face à la scène, parce que là, on voit bien les doigts sur le club, puis la sonorité est bonne. Et en sortant, je me suis dit, bon, mon petit-fils qui a 14 ans, il va peut-être partir à l'entracte. Non seulement il est resté, mais en sortant, il parlait avec sa mère, et il est resté, il a fait, je sais pas, 10 bis. Il est resté jusqu'au bout. Et je lui ai dit alors, il m'a dit, oh, c'est tellement beau ce qu'il fait. Et ma fille a dit, j'ai vécu une expérience mystique ce soir-là. Parce que la beauté est pour tous et à tous les âges. Alors, pour ceux qui pensent que la musique classique, c'est un truc super sérieux, de gens comme ça qui font la tête et qui ont des souffrances incalculables, indicibles. Ces phrases que je déteste, vous aurez reconnu la battue de Furtwängler. Bien sûr, la battue de Wilhelm Furtwängler. Eh bien, pour les gens qui se prennent un peu trop au sérieux, une nouvelle archive merveilleuse
avec la non moins merveilleuse Nathalie Dessay dans Les Contes d'Hoffmann. La Reine de la Nuit et la Poupée des Contes. Et la Poupée des Contes, c'est là. Qu'elle a chanté presque nue. Extraordinaire Nathalie Dessay. Qui est devenue une comédienne formidable. Hein. C'est ce que j'allais vous dire, à la fois musicienne, oui. dont on ne parle pas, oui. mais aussi comédienne incroyable. Comédienne. Est-ce que le fait d'avoir été musicienne, d'avoir une formation musicale, de pianiste, ça vous a aidé dans votre métier? Oui, oui, ça m'aide parce que elle, quelqu'un qui attaque les aigus qui sont redoutables, ce passage de la poupée, avec cette justesse parfaite. Et il y a toujours les coloratours, les aigus. Pour elle, c'est comme nous, quand on prend le premier café le matin, on n'y fait même pas attention. C'est leur talent. Ce qui fait que les malheureuses, souvent, on leur demande de chanter la Poupée des Contes d'Hoffmann, La Reine de la Nuit, voilà, l'Outiade et la Mermore, etc. Et elles font des carrières qui sont très ciblées et athlètes avec les... Alors que Nathalie a réussi, avec ses dons de comédienne qu'elle a, formidable. Cette poupée, elle l'a chantée dans des tenues ahurissantes, en petite fille modèle. Petite fille comme on l'a représentée au 19e siècle, avec une jupe plissée, elle l'a chantée avec une coque en résine qui l'a représentée toute nue. Elle a fait des choses incroyables. Dans cette émission, il y a, vous le savez, je vous l'ai dit, quelques questions surprises avec des S, c'est au pluriel. La première, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui va vous parler d'un souvenir de Ève Ruggieri, pianiste. Ah. C'est Michael Rudi. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Bonjour, chère Ève. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as refait d'autres apparitions publiques en tant que pianiste depuis que nous avons joué ensemble Mamerloa de Ravel à la télévision à deux pianos en direct? Je garde un souvenir très ému de ce moment. Merci. Donc vous avez fait un 4 mains avec ce merveilleux pianiste? Non, on avait deux pianos. Ah, ok. Donc on avait deux grands pianos à queue. Et je ne sais pas par quel moment de folie, trop de champagne peut-être, ou Dieu sait quoi, j'ai accepté de jouer cette partition qui est très difficile le jour de la remise des 7 d'or, c'est-à-dire devant un public qui était prêt à m'égorger. Donc je suis arrivée, je tremblais tellement, je me suis dit... Est-ce que vous avez eu ce sentiment de... Il y a un public de grands connaisseurs, etc. Et vous qui essayez de faire entrer un nouveau public, qui a eu une petite guéguerre là Est-ce qu'ils vous ont un peu méprisé? Forcément. Non, surtout, ils étaient jaloux. J'arrive et personne ne me connaît. Je viens des rendez-vous du dimanche. Personne ne s'est demandé si j'avais une formation de musicienne, si j'étais passée par les conservatoires, si j'avais eu mes prix et tout ça. Personne. J'arrivais des rendez-vous du dimanche. Donc, qu'est-ce qu'elle vient faire dans notre précaré? Et moi, je dois dire que j'ai travaillé tellement que je ne m'en suis même pas aperçue. Je m'en suis aperçue ce soir-là, en entendant devant les regards goguenards, on va bien rire. Et à la fin, ça a été un triomphe. La salle était sidérée quand même. Et moi, à la fin, j'étais tellement soulagée que ça s'arrête et que je suis allée jusqu'au bout que j'ai claqué le couvercle sur mon pouce. J'ai eu un pouce comme ça pour... Ce que n'a pas fait Michael Rudi. Vous avez offert également des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir à la télévision, qui sont les masterclass, c'est-à-dire des grands maîtres qui enseignent à des futurs... Voilà. Et je suis tombé sur une masterclass que vous nous avez offerte, qui est absolument extraordinaire. C'est l'immense Mstislav Rostropovitch, le violoncelliste du siècle, qui est avec un jeune violoncelliste, Xavier Phillips, qui va faire une très très belle carrière, et une manière d'enseigner assez particulière. Maintenant, vous, dans phrase. Non. Après conversation avec l'orchestre. Encore une fois. Он должен подоить им эту фразу.
Alors, vous devez faire comme un cadeau de cette phrase aux Pour vous, pour vous, c'est ah. Et maintenant, 100. Merveilleux, Rostropovitch. On passe à une nouvelle question surprise de quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime beaucoup. J'ai nommé Philippe Jarouski. Oh, mon Philippe. Chère Ève, je profite de ce message pour te remercier 1000 fois pour ton soutien aux artistes et ton incroyable enthousiasme à défendre la musique tout au long de ces années. Mais je voudrais savoir s'il y a un artiste particulièrement qui t'a ému lors d'une interview ou lors d'une rencontre. Voilà, je t'embrasse fort et j'espère te voir bientôt. Alors c'est une question terrible. Lui. C'est terrible. Lui. Pourquoi lui? Lui, parce que c'est quelqu'un qui génère une émotion incroyable quand il chante. Il a une sensibilité inouïe en dehors de ses qualités vocales. On sent le violoniste qu'il a été et qui a gardé l'oreille. C'est toujours d'une justesse parfaite. Et puis, il y a une évidence quand il chante. Je veux dire, il a quelque chose qui sort de lui, qui est à la fois d'une intensité et d'une honnêteté, d'une loyauté dans l'interprétation du compositeur, qu'il interprète à ce moment-là, dans la manière dont il sert le compositeur, et l'émotion qui l'envahit, comme ça, et le plaisir qui l'envahit. Et moi, il me fait pleurer. Hein. Moi aussi. Ah oui. Aux gens qui ne vous connaissent que superficiellement, ils pensent que vous n'avez défendu que la musique classique, mais vous avez reçu aussi de grands jazzmen sur les plateaux de vos émissions. C'est une occasion de saluer notre partenaire Jazz Magazine qui fait un numéro absolument formidable sur Panonica de Königswarter, l'ange gardienne du jazz, qui était l'amie, la confidente de Charlie Parker, de Thelonious Monk. Un dossier absolument formidable. Pareil. Franchement, c'est pareil. Parce qu'il y a une différence, que j'en suis jalouse, c'est qu'ils ont cette liberté de partir et de retomber toujours sur la bonne tonalité, mais ils improvisent, ils recréent quelque chose à l'intérieur d'une partition qui est écrite, qui fait partie, pas toujours écrite d'ailleurs, mais qui fait partie de la tradition. Quand par exemple j'écoutais des chanteurs noirs qui avaient commencé, comme la plupart d'ailleurs des grandes chanteuses classiques noires, à l'église. Ils chantaient à l'église toujours. Et donc, il y a cette facilité quand même de passer d'un style à un autre. Alors, on va écouter justement une femme qui a commencé une carrière classique et qui, parce qu'elle était noire aux États-Unis, n'a pas pu la continuer et s'est mise à chanter le blues avec une peine immense et un talent génial. Nina Simone sur votre plateau. On écoute tout de suite. Vous avez décidé de chanter parce que je crois que c'était quasiment impossible de faire une carrière dans le classique lorsqu'on était noir. Yes, they refused me at Curtis Institute in Philadelphia. They refused a scholarship of mine, and they didn't give me the opportunity to start as a black classical pianist. I was refused a scholarship because I was black. C'est terrible. C'était un moment grave et fort. Oui, parce qu'elle m'expliquait, j'étais la vedette. J'avais mon orchestre blanc, mais moi j'étais la vedette. Mais quand on sortait, qu'on m'avait applaudi, acclamé, mes musiciens allaient dîner, souper dans un restaurant réservé aux blancs, où je ne pouvais pas entrer, et je dormais toute seule dans mon hôtel, réservé aux noirs. Et à la fin, elle terminait l'émission, je lui disais, mais vous n'êtes pas heureuse? Elle me disait, je suis très malheureuse, très malheureuse. Elle le chantait, ce malheur, comme personne. Merveilleuse. Dans le rôle que vous avez eu dans cette carrière incroyable, je ne voudrais pas qu'on suppose que vous n'avez fait que fréquenter les grandes stars. Vous avez aussi défendu les futurs talents émergents. Et c'était fondamental, car on vous doit des découvertes extraordinaires. Et pour vous, il y a une petite question, justement, de quelqu'un qui a bien saisi ce talent merveilleux de mettre en lumière ceux qui ne le sont pas encore. Stéphane Bern. Très chère Ève, quand j'ai commencé dans le journalisme, il y a plus de 30 ans, presque 40 ans maintenant, tu as été l'une des premières personnes à vouloir devenir ma bonne fée et à me prodiguer 1000 conseils, à me prendre sous ton aile. Et je me posais une question que j'aimerais te poser donc.
Est-ce que tu as toujours voulu jouer ce rôle de Pygmalion, ou Pygmalion plutôt, parce que nombre de jeunes artistes ont débuté avec toi, grâce à toi et grâce à tes émissions. Est-ce qu'au fond, c'est un rôle qui te plaît, la transmission de la musique, du savoir, de la culture, en jouant justement ce rôle de Pygmalion? Je t'embrasse. Pygmalion, il y a Lion déjà dedans. Il y a Lion, même je suis du signe des poissons, donc oui, il a raison. C'est Gabriel Dusurgé, qui était le fondateur du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, qui m'avait dit « Ève, si j'ai un conseil à vous donner, auditionnez, auditionnez, auditionnez. Même si ils vous paraissent peut-être pas faits pour ce métier, auditionnez tout le monde. » Et c'est comme ça qu'il m'a présenté. Enfin, vous les repérez, parce que par exemple, Roberto Alagna, voilà. Tac, vous l'entendez une première fois, vous dites, oui. Ah ben lui. Je l'ai entendu un samedi soir, je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites lundi? Il m'a dit, je travaille. Il chantait dans une pizzeria. Et puis je crois qu'il était maçon aussi pour gagner sa vie. Et j'ai dit, vous faites de la télé lundi, vous venez en direct. Alors il y en a une autre que vous avez permis aux Français de découvrir, l'incroyable talent musical et d'actrice aussi. C'est Cécilia Bartoli. Oui, mais si j'ai eu cette chance, c'est moi qui ai eu de la chance, c'est pas eux. Parce que sans moi, ils auraient fait des carrières formidables. Quand on est doué à ce point-là, j'ai eu cette chance, effectivement. Je l'avais entendue dans un concours en Italie, de la faire venir pour la première fois en France. Avant de l'écouter, on va rappeler ce travail merveilleux que vous avez auprès des jeunes musiciens. Et nous allons, pendant ce temps, recevoir une jeune musicienne qui se lance dans une carrière que l'on sait déjà formidable. Écoutons d'abord Cécilia Bartoli. Io sono docile, son rispettosa, sono obbediente, dolce amorosa, mi lascio reggere, mi fa guidar, mi fa guidar. Ma se mi toccano dove il mio debole sarò una vipera, sarò, e 100 trappole prima di Lisa Strauss, violoncelliste, merci de nous avoir rejoints sur ce canapé. Bonsoir, merci beaucoup. Je ne vous présente pas Ève Ruggieri. Être jolie. Qu'est-ce que c'est une jeune musicienne? Qu'est-ce qu'il faut dire à une jeune musicienne comme ça qui est à l'orée d'une carrière formidable, puisque vous venez d'enregistrer un duo, n'est-ce pas, avec un duo qui s'appelle Choum? Oui. Ça veut dire un mot russe? Choum, c'est un mot qui nous vient du russe et de l'ukrainien et qui veut littéralement dire bruit en français. C'est un peu un mot à double sens. Ça fait référence à nos caractères un peu bruyants avec mon ami pianiste Anastasia Rizikov. Bruyant surtout quand on est ensemble, je dois dire, mais aussi au répertoire qu'on veut défendre. Donc la musique slave du XXe et XXIe siècle, qui était considérée très souvent par l'Union soviétique comme une musique bruyante et qui dérangeait un peu la politique de cette époque. Donc voilà, c'était une musique qu'on avait à cœur de défendre dans notre projet. C'est pour ça, Choum. Voilà, bruit. C'est quoi les mots qui sont importants pour les jeunes musiciens? D'abord qu'elle a choisi le plus beau des métiers. Voilà, ça va lui tracer une vie magnifique, qui est faite d'émotions, de curiosité, de beaucoup de travail, de beaucoup d'exigences. Mais au bout d'un moment, être exigeant, ça devient presque une volupté. C'est-à-dire qu'on veut toujours un petit peu plus encore. Et ça, c'est une manière de traverser la vie parce qu'on ne s'ennuie jamais. On a cette espèce de volonté d'avancer, de découvrir des partitions certainement, des choses comme ça. Mais aussi l'émotion qu'on peut mettre. La technique, c'est la base. C'est ce qu'il faut travailler tous les jours, comme un comédien répète sa voix, un texte. Mais après, il y a l'émotion, il y a l'interprétation. Enfin, c'est tout un monde magique. Mais je regardais un petit peu, sachant que j'allais la rencontrer. Et parmi les gens qui ont une influence sur elle, je pense à Gauthier Capuçon, mais il y avait Ivry Guitlis. Et Ivry Guitlis était un très grand ami à moi, que j'adorais et que j'adore toujours. Et je voulais lui demander ce qu'il lui avait apporté avec sa folie qu'il habitait, ces dons incroyables qu'il avait. Quand il avait 14 ans, il était déjà le plus doué de tous les jeunes violonistes. Alors, qu'est-ce qu'il t'a apporté ? Ivry Guitlis, c'était un ami très proche de mon père, en fait. Donc, je l'ai très bien connu, jeune. Et c'est sa liberté totale, voilà, son expressivité à fleur de peau.
qui m'ont touché énormément et qui me touchent toujours. Je pense que c'est le violoniste peut-être qui m'apporte le plus d'émotions. Quand je l'écoute aujourd'hui, je peux même en pleurer, quoi. Ça m'émeut beaucoup. Ivry, c'est un artiste qui m'a énormément touché et apporté, oui. Je suis très heureux de vous avoir permis de vous rencontrer, car je suis sûr qu'après l'émission, elles vont se retrouver en backstage et parler de musique. Vous nous avez offert un live sur une chaîne info, c'est extrêmement rare. Une musique d'un compositeur ukrainien. Skorik. Qui est une forme d'hommage à ce que vit actuellement le peuple ukrainien, n'est-ce pas? Oui, c'est un hymne qui est très souvent repris par les orchestres, les interprètes. Un hymne pour la paix contre la répression russe en Ukraine, qui est très souvent joué depuis la guerre, oui. Ève, j'ai une dernière chose à vous demander. Vous voulez bien dire au revoir et faire l'adieu de l'émission? J'ai perdu mon papier. Je pense que vous allez le faire très bien. Écoutez, sur cette caméra. Je vais m'appliquer. Voilà, Ève Ruggieri, dernière. Chers amis, vendredi prochain, vous allez suivre évidemment Mélodie Nocturne. Pourquoi? Parce qu'il y a le pianiste américain qui est un jazzman qui s'appelle Fred Hersch, il est épatant. Et il y aura le pianiste classique Florian Noack pour l'accompagner. Alors on se retrouve vendredi prochain. N'oubliez pas Mélodie Nocturne. Merci. Je peux en faire un.